Je veux commencer avec des mots de Marie-Géraldine Lajoie. Mon vœu le plus cher est que nous arrivions à saisir les liens étroits, indissociables qui existent entre justice et paix. Convoqués par la pensée de Marie-Géraldine Lajoie, qui nous unit dans un seul but, celui de poursuivre ses actions et afin de privilégier un comportement responsable que nous croyons contribue à retrouver la lumière. Nous voulons connaître davantage la figure de celle qui a façonné à sa manière l'histoire du Québec, de l'éducation, du service social, du féminisme et de l'engagement des laïcs. Comment nous inspire-t-elle aujourd'hui? Bref, un dialogue qui nous permettra de réfléchir à l'avenir et ranimer la flamme par ses devoirs de mémoire. Les projets de production d'une petite série de podcasts, la célébration du 20e anniversaire du Centre et qui sera en lien avec l'histoire du Centre et le souffle que Marie-Géraldine Lajoie lui a donné. Sans plus tarder, accueillons l'invitation de Marie-Géraldine Lajoie. Marchons du pas à l'être de la confiance. Le Centre de formation sociale Marie-Géraldine Lajoie présente le matrimoine de Marie-Géraldine Lajoie pour l'engagement social. Action sociale et vivre ensemble. Marie-Géraldine Lajoie, fille de Marie-Géraldine Lajoie née Lacoste, reconnue comme l'une des pionnières de la défense des droits des femmes du Québec, et elle, la pionnière du travail social et la fondatrice de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. En 1918, Marie-Géraldine Lajoie séjourne quelques semaines aux États-Unis et elle s'inscrit à l'Université Columbia de New York en service social. De retour au pays, elle travaille auprès des familles défavorisées de Montréal et crée un département de service social au sein de l'hôpital Sainte-Justine. Afin de former des travailleurs sociaux, Marie-Géraldine Lajoie ouvre en 1931 une école d'action sociale qui donne une formation théorique et pratique. Le diplôme est d'ailleurs reconnu par l'Université de Montréal. Puis, en 1936, c'est l'ouverture de l'école d'éducation familiale et sociale pour les jeunes filles. Par la suite, Marie-Géraldine Lajoie développe le service social et les centres sociaux qui se distinguent des œuvres de charité traditionnelles de l'époque. Elle jette les bases d'une école de service social professionnel dans le milieu canadien-français en 1938 en organisant les premiers cours de service social. Enfin, en 1939, elle contribue à la création de l'école de service social de l'Université de Montréal où elle enseigne pendant quelques années. Pour faire la lumière sur son rôle de pionnière en action sociale et son travail, je me suis entretenue avec Gisèle Turcot et Pénélope Natacha Mavungu-Pamba. Gisèle Turcot est membre de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal depuis 1958 et y est la supérieure générale depuis juin 2015, ce qui correspond à son 3e mandat. Soucieuse de mettre en lumière la place et le rôle des femmes dans l'Église, elle a été membre fondatrice du réseau Femmes et Ministères. Elle a aussi été la seule femme à ce jour à exercer la fonction de secrétaire générale de l'Assemblée des évêques du Québec. Sœur Gisèle Turcot a également enseigné à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval et grâce à sa connaissance fine des milieux populaires et des besoins des personnes les plus défavorisées, elle a co-signé une dizaine de rapports et d'études pour des organismes nationaux et internationaux. Je lui ai demandé qu'est-ce que Marie-Géraldine Lajoie a apporté de particulier à la tradition québécoise du travail social. Pour avoir étudié en service social, justement, c'est qu'on est ou bien dans l'action communautaire, ou bien dans le travail avec les petits groupes, ou bien dans le casework. Hein? Mais Marie-Géraldine Lajoie, là, elle voit la personne toujours dans ses relations, dans son milieu. Et ça va s'incarner dans les centres sociaux. Bon, on ouvre un centre social. Il peut y avoir de l'hébergement si c'est un besoin du milieu avec des jeunes travailleuses, par exemple. On va joindre de la formation, des cercles d'études pour analyser ce qui se passe dans leur vie, dans leur milieu de travail, etc.
On va avoir un petit bureau où une sœur assistante sociale va pouvoir être à l'écoute si la personne, comme au Centre social d'aide aux immigrants, on recevait des personnes qui étaient en service domestique dans les familles bourgeoises de Westmount. Et là, elles avaient juste une demi-journée de congé le jeudi. Et alors, quand elles venaient, ça pouvait être pour prendre des cours pour être capable de parler anglais puis de faire même compter mathématiques pour tenir des budgets. Mais c'était aussi pour éventuellement consulter la travailleuse sociale sur place parce que peut-être il y avait des problèmes de relation avec les gens. C'est la personne entière, mais toujours en lien. Parce qu'on vit au centre social, peut-être parce qu'on a un besoin personnel, mais on apprend l'entraide, on apprend la vie associative, on apprend à s'engager dans le milieu aussi. Combien de personnes nous ont dit, moi, là, j'ai commencé j'étais dans le bas de la ville ou j'étais n'importe où, puis j'ai appris que là, il fallait que je me rende responsable, que je prenne mes responsabilités. Tu vois, c'est toujours l'engagement, initié à l'engagement. Parce que pour Marie-Gérin Lajoie, chaque individu doit s'épanouir, mais a aussi un devoir social. Ça fait partie de l'héritage Gérin Lajoie et Lacoste, les deux. C'est pas facile à cerner, à nommer, là, mais il y a aussi un feu sacré de l'intérieur aussi, toujours. Chez elle, dans le vocabulaire du temps, on parlait du zèle, pour aider les autres et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de différent par rapport à ce qui se passait déjà? Parce qu'on sait que jadis, il y avait beaucoup d'organismes de charité. Alors, quel est l'apport de Marie-Gérin Lajoie dans cette aide à autrui? C'est la jonction entre la conscience sociale et la conscience spirituelle. Elle a dit, je veux faire de l'action dans le monde. Je sais que je suis appelée à faire ça. Je sais que je suis placée de par mon héritage, par le fait que je suis dans une bonne famille, j'ai l'instruction, j'ai les moyens de communiquer. Je veux faire de l'action sociale. Dans le moment, là, il n'y a aucune législation sociale au Québec en 1920-21. C'est la première loi d'assistance sociale publique au Québec, 1921. Là. Il n'y a pas d'aide du gouvernement nulle part. Là. C'est la débrouille pour les familles. C'est comment on fait. Alors, elle dit qu'il faut travailler aussi sur les causes. Donc, on va essayer de développer des petites institutions. Et comme les filles de cet âge-là, 14 ans s'en allaient, il n'y avait pas de scolarité obligatoire. Donc, les filles se retrouvaient très jeunes en manufacture pour puis garder les autres enfants de la famille parce que les familles étaient nombreuses. Donc, elle voit ça, là. Elle voit la situation des filles et des femmes. Elle dit, il faut les former. On va les amener plus loin. Ils sont pleines de potentiel. On va les amener plus loin. C'est ça, la passion pour la vie humaine, personnelle et sociale. Puis, elle va aller chercher dans le christianisme là, tout ce qui est le plus positif. C'est pas une ancienniste, c'est quelqu'un qui va justement être ouverte à la question de la dévotion au cœur de Jésus, parce qu'elle dit, ça, c'est la forme humaine de Dieu la plus attrayante, la plus sympathique. Hein? Bien avant la fondation de l'Institut, Marie-Gérin Lajoie veut transformer le monde, améliorer les conditions de vie en allant au-delà de l'action charitable traditionnelle. Pénélope Natacha Mavungu Pamba est docteur en philosophie. De 2020 à 2021, elle a été chercheure à la chaire de leadership en enseignement Marie Fitzbach en pastoral et éthique sociale de l'Université Laval, où elle a travaillé sur le projet Penser le vivre ensemble à partir des fondements de l'éthique sociale chrétienne dans les écrits de Marie-Gérin Lajoie. Pénélope Natacha Mavungu Pamba, est-ce que Marie-Gérin Lajoie parle de cette nécessité de s'engager, de cette action sociale dans ses différents écrits, que ce soit ses conférences, des lettres, ses cours ou même les articles qu'elle a publiés dans La Bonne Parole? Dans ces textes, l'action sociale est là, présente, même si c'est après qu'elle s'engage. Mais dans les textes, on retrouve toujours cette lutte pour la justice sociale. Dans ses articles et conférences, elle diffuse ses idées fortement influencées par le christianisme social. C'est d'avant la guerre. N'oubliez pas la guerre de 14-18. N'oubliez pas que les femmes ici prennent la place des hommes. Il y a des dames qui ont des moyens, qui sont des dames patronesses, qui ont envoyé des colis aux soldats. Hein? C'est ça. C'est très concret, c'est très présent.
Alors, on a recueilli toutes les affirmations de Marie-Gérin-Lajoie pendant la guerre, justement dans la bonne parole. Mais quand elle en parle, elle souligne ce dévouement-là, puis elle prend toujours le moyen de dire oui, mais c'est justement, il faut aller plus loin. Puis s'il n'y a pas de justice sociale, il n'y aura pas de paix non plus. Alors, c'est toujours ce lien avec la justice aussi. Dans un article publié en 1994, Françoise Gérostelli parle de Marie Gérin-Lajoie et de son modèle d'action sociale qui est particulier. L'autrice nous rappelle que Marie Gérin-Lajoie estime que l'action charitable gagnerait à reprendre la visée de l'action sociale, c'est-à-dire s'attaquer aux causes des problèmes plutôt qu'à leurs manifestations. Marie Gérin-Lajoie, d'ailleurs, écrit que soulager ne suffit pas, il faut transformer. Pour le dire autrement, Marie Gérin-Lajoie est en quelque sorte critique de l'action charitable traditionnelle. Dans ses écrits, on retrouve la question de la charité déjà, dans ses textes, dans la bonne parole, mais c'est une question qui revient après, qui revient toujours. Et d'ailleurs, il y a son texte, je pense, c'était une conférence qu'elle a donnée en 1918 aux membres de la Fédération Saint-Jean-Baptiste, qui s'intitule « Vers la justice par la charité ». Marie Gérin-Lajoie, elle ne critique pas la charité, c'est une vertu chrétienne. Je pense qu'elle ne veut pas qu'on la limite à l'aumône, par exemple. Et il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Moi, c'est de cette façon que je peux résumer le passage de la charité à l'action sociale chez Marie Gérin-Lajoie. Elle voulait que la charité ne soit pas le lieu de l'avilissement de l'être humain. Alors, elle voulait donner des moyens aux humains pour leur autonomie. Donc, c'est une question qui demeure présente pour elle parce qu'elle essaie de faire toujours ce lien pour montrer que la charité, c'est une belle chose. Mais il faut instaurer la justice sociale et puis et l'action sociale fait partie de ces moyens justement de l'instauration d'un ordre de justice sociale en fait. Bon, la charité, elle ne maîtrise pas ce qui se fait, les œuvres, la soupe populaire, les vestiaires et tout ça. Mais elle dit, il faut aller plus loin, il faut travailler sur les causes des problèmes puis de la pauvreté. La première cause, peut-être, c'est le manque d'éducation, le manque de scolarité pour se développer, à trouver des façons de gagner sa vie. Et puis aussi, on va développer, c'est la formule en T, c'est pas seulement moi puis j'avance, c'est j'avance avec d'autres. C'est ça la vie associative de l'époque, c'est de l'entraide. Les femmes se mettent ensemble, comme un peu les cuisines collectives aujourd'hui. Il ne s'agit pas juste de donner des bons conseils à une personne, mais on a organisé des cuisines collectives parce qu'on a compris que l'apprentissage, ça se fait mieux ensemble. Qu'on transforme mieux la culture quand on est ensemble à travailler les valeurs, les modalités, les pratiques et tout ça. À l'intérieur de chaque groupe social ou classe sociale, pour apprendre le langage de l'époque, il y a des leaders, il y a des potentiels humains extraordinaires. Puis elle disait, finalement, la vie sociale serait bien meilleure si les leaders de chaque groupe social se parlaient entre elles puis pouvaient coopérer à l'avancement des femmes aussi, à la reconnaissance de leur rôle dans la société. Parce que son oncle Léon Gérin, le sociologue, lui est allé en Europe pour étudier, puis a étudié à l'école de Le Play. Puis Le Play, lui, sa grande contribution, semble-t-il, c'est d'avoir mis en évidence l'importance du rôle des femmes dans le développement social. L'influence de son oncle, le sociologue Léon Gérin, sur la jeune Marie se fait sentir. Il faut dire que ce Léon Gérin est un disciple du sociologue et penseur du catholicisme français, Frédéric Leplé. En accord avec cette idéologie du catholicisme social, il se préoccupe de diffuser et de vulgariser la science sociale. Et puis, il y a l'encyclique Rerum Novarum, il y a cette influence aussi. Rerum Novarum, c'est une encyclique sociale du pape Léon XIII, la toute première encyclique, je vais dire officielle, de l'Église qui est sortie en 1891, je crois bien. C'est comme la Bible de la doctrine sociale de l'Église catholique. Donc, c'est même avant qu'elle commence déjà à parler
et à envisager, parce qu'elle commence par là et puis elle se poursuit encore aujourd'hui avec tous les papes. Hein. La dernière encyclique de François, c'est une encyclique sociale. Et donc, il y a cette influence qui est toujours chez Marie-Gérin Lajoie. Est-ce que vous considérez que Marie-Gérin Lajoie est une voix du christianisme social au Québec? Je pense qu'elle est une voix, une voix très importante. Parce que comme vous dites, à cette époque, il y a des expressions qui n'existent pas. Hein. On ne parle pas d'éthique sociale chrétienne encore, mais toute son action, en fait, est tournée vers l'éthique sociale chrétienne. Et elle cite l'un des fondateurs du christianisme social, un protestant, qu'elle cite dans ses œuvres. Ça veut dire qu'il y a cette influence. Et puis, chez elle, il n'y a pas de séparation entre l'action sociale et le christianisme. Dans les cercles d'études, il y a l'enseignement social, il y a la doctrine sociale de l'Église, dans ses écrits qu'elle appelle doctrine religieuse. Elle ne sépare pas ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle est pionnière aussi du christianisme social, même si l'expression christianisme social n'est pas encore très à la mode à cette époque, je pense. À l'époque, on le sait, c'est vraiment un contexte. Tout chrétien, en quelque sorte, réfère à ce christianisme particulier. C'est identitaire, ça fait partie de notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'aime beaucoup les proverbes. Hein? Chez nous, il y a un proverbe qui dit quand tu arrives quelque part, même si on change le rythme de la danse, tu vas prendre ce rythme, mais tu ne vas pas oublier le rythme de la danse de chez toi. Ça veut dire qu'on n'oublie pas les racines. Le christianisme, ce sont les racines. On a beau avoir nos points de vue aujourd'hui, mais il reste qu'il y a au fondement le christianisme. Ce sont les racines. Pénélope Natacha Mabungu Pamba écrit qu'en son temps, Marie-Gérin Lajoie avait saisi le sens d'une éthique en action sociale. En se fondant sur le bon sens, elle a pensé que le christianisme, grâce aux principes qu'il prône, devrait servir de balise pour penser le vivre ensemble au Québec. Mener un projet sur ses écrits sociopolitiques lui a permis non seulement de faire connaître cette dimension de cette femme importante dans l'histoire du Québec et qui est malheureusement méconnue, mais aussi de tirer des principes de sa théorie pour pouvoir proposer une manière de penser le vivre ensemble aujourd'hui. Comment penser le vivre ensemble à partir des écrits de Marie-Gérin Lajoie? Comment l'œuvre de Marie-Gérin Lajoie peut aujourd'hui encore nous être utile? Ben, en fait, le vivre ensemble, c'est une notion très, très contemporaine. Mais qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans la notion du vivre ensemble? C'est la cohabitation, c'est la coexistence pacifique entre les individus, entre les communautés. C'est juste ça, en fait. Mais c'est tout ce à quoi s'attelle Marie-Gérin Lajoie. Déjà, quand elle crée l'Institut du bon conseil, il y a au sein de la communauté comme un principe qui dit qu'il n'y a pas de classe sociale chez les sœurs. Déjà, le fait de le dire signifie qu'elle privilégie le vivre ensemble au sein de la communauté, déjà. Et donc, c'est très innovateur déjà dans une société qui accordait de la place aux classes sociales et elle-même, elle est issue de la bourgeoisie. Mais pour moi, c'est même déjà un acte innovateur. Mais tout son engagement est un appel au vivre ensemble. La question de la paix, la question de la justice sociale, ce sont les fondements du vivre ensemble. Quand elle parle de la coopération, travailler en coopération, c'est le vivre ensemble. Réfléchir ensemble dans les cercles d'études, c'est le vivre ensemble. Les colonies de vacances pour les enfants, c'est le vivre ensemble. Déjà, la question de la dignité humaine. Parce qu'il y a des questions qui sous-entendent toujours des valeurs. Donc, la question de la dignité humaine, c'est déjà une question du vivre ensemble. Parce que à quoi sert le vivre ensemble? Pourquoi le vivre ensemble? Comment, comme si on n'accorde pas de valeur à la dignité humaine? Elle parle aussi de la paix sociale, mais ce n'est pas des expressions qui reviennent souvent. Elle en parle comme ça, mais la paix sociale, c'est quoi? C'est éradiquer les injustices et les inégalités. Donc, elle utilise le langage de son temps que nous, aujourd'hui, on peut récupérer parce qu'il y a des similarités. Donc, la cohabitation, la responsabilité,
l'acceptation de la diversité. Aujourd'hui, le Québec, il y a des gens qui viennent de partout ailleurs. Aujourd'hui, on voit la diversité en ce sens-là. Mais Marie-Gérin Lajoie, pour elle, la diversité, c'est déjà que deux classes sociales se rencontrent. Ça, c'est la diversité. Donc, qu'elles réussissent à vous dire différents, mais vivez ensemble. C'est déjà la recherche de la paix sociale, c'est déjà l'acceptation de l'autre et c'est déjà le respect de la dignité humaine, donc la justice. Et moi, dans ma recherche, c'est un peu vers cela que je mène, en démontrant que, elle, la question du vivre ensemble est très présente dans ce qu'elle écrit, en fait. Tout le travail de Marie-Gérin Lajoie est orienté vers l'aide à autrui et la connaissance de soi, l'amélioration de soi, la formation pour devenir meilleur. En lien avec le vivre ensemble, il y a forcément, au bout de tout ça, l'œuvre ultime de Marie-Gérin Lajoie, c'est-à-dire la création donc d'une communauté où les valeurs de justice sociale, où cet engagement chrétien qu'elle prône seront mises de l'avant, seront la réalité quotidienne de celles qui s'y joindront. Déjà, dans les premières constitutions, on est comme n'importe quel groupe, on a un document de gouvernance qui s'appelle les constitutions. Il n'y aura dans cette communauté qu'une seule classe de sœurs, écrit en toutes lettres. Ça, c'était pas comme ça à l'époque. Il y avait des sœurs converses, des sœurs tourières, puis des sœurs qui faisaient l'enseignement, puis qui ne touchaient pas au ménage. Donc, il y aura une seule classe de sœurs. Toutes auront les mêmes privilèges. Bon, ça, c'est marqué le choix de l'égalité fondamentale. Ce sera une communauté qui fera des œuvres sociales, puis là, elle les détermine. Puis en passant, les sœurs du Bon Conseil sont appelées, selon leurs moyens, à contribuer à la diffusion de la doctrine sociale de l'Église. Bon, aujourd'hui, on emploie davantage le mot enseignement social, mais à l'époque, puis pendant longtemps, on parle de la doctrine sociale de l'Église, OK? Ça remonte à Rerum Novarum, justement, là. Bon. Alors, l'enseignement social de l'Église distribué par des femmes à l'époque, en 1923, là, je ne sais pas si vous savez comment ça peut résonner, c'est des ecclésiastiques qui lisent ça, là. Hein? Bon, aujourd'hui, enseigner, ça va de soi. Enseigner la théologie par des femmes, ça va de soi. C'est avant-garde, là. Parce que, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, 1917, est-ce que vous savez ce qui arrive au plan international en 1917? Hein? La révolution russe, hein? L'affirmation de la doctrine communiste. Hein? Et par conséquent, il faut que les chrétiens aillent chercher ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme pour dire, nous autres aussi, on va s'engager socialement. Il y a tout un contexte là. Les centrales ouvrières, communisme, vers le langage des classes sociales et tout ça, puis c'est ça le travail de la famille Gérin Lajoie, puis de Mme Lacoste, puis tout ça. C'est, nous autres, on a dans notre tradition aussi ce qu'il faut pour faire du travail social, pour changer la société, pour que la justice advienne. Puis les conflits entre les classes sociales, puis les conflits, la discrimination, ça va toujours aboutir à des dissensions et ça peut même aboutir à la guerre. Donc, c'est pour ça que le vivre ensemble est très important. C'est un apprentissage. Puis dans le vocabulaire du centre de formation, vous parlez beaucoup d'action citoyenne. Hein? L'action citoyenne, c'est le nom de l'action sociale, moi je pense, pas mal aujourd'hui. Quand on fait des représentations, on fait des revendications, on démontre le besoin et la richesse d'un milieu. Puis quand on parle de réconciliation avec les Autochtones, je pense qu'on est toujours dans ce registre-là. Hein? Créer la justice, de réparer aux besoins même des injustices. Hein? C'est ça. Mon nom est Isabelle Lemelin et je tiens à remercier les membres de l'équipe du Centre Marie-Gérin Lajoie qui ont contribué à la production de ce podcast. Gloria Villamil, qui est la coordonnatrice du Centre Marie-Gérin Lajoie. Camille Patry-Desjardins, la nouvelle responsable de la formation. Edgar Cardenas, qui est l'agent de communication et qui est aussi adjoint administratif. Je tiens également à remercier pour leur participation et leur générosité Gisèle Turcot et Pénélope Natacha Mavungu-Pamba. À la production, au montage et à l'animation, moi-même, Isabelle Lemelin.